porta-voz das Forças Armadas Bolivianas afirmou hoje que o guerrilheiro morto no domingo passado era realmente das Forças Armadas Bolivianas afirmou hoje que o guerrilheiro morto no domingo passado era realmente Ernesto Guevara. C'est après la mort du héros que naît la légende. Celle de Ernesto Guevara, plus connu sous le nom du Che, ne faillit pas à cette règle. Comme toutes les légendes, elle s'appuie sur une réalité qui devient peu à peu un monde imaginaire, où le héros n'est plus un être vivant mais un mythe. Une vie médiatique et une mort jeune ont suffi à transformer l'image du Che en une icône symbole de toutes les révolutions. Il a eu une enfance, effectivement, une enfance bourgeoise, mais pauvre. C'était avant l'heure, ses parents étaient avant l'heure des bobos, comme on dirait aujourd'hui, des bourgeois bohèmes, et ils étaient très bourgeois et très bohèmes. Un père plus ou moins fantasque et anarchiste, une mère élevée chez les bonnes sœurs, une famille très bourgeoise, mais qui n'avait pas trop d'argent et qui est allée s'installer dans la Sierra de Cordoba au milieu de l'Argentine sèche à cause d'un handicap considérable de leur fils aîné, Ernesto, qui n'était pas encore Ernesto Che Guevara, à savoir l'asthme. Ce gamin qui était tout chétif, très maigre, qui ne sortait pas, sa mère utilisait la brujeria, c'est-à-dire la sorcellerie, pour essayer de le sauver, puisque la médecine n'y suffisait pas. Elle allait chercher des chats noirs, enfin tout un tas de choses qu'on mettait dans son petit lit. Et puis, à l'âge de 5-6 ans, on a dit, bon, foutu pour foutu, lâchons-le. Et c'est sa sœur qui m'avait dit à l'époque, on l'a laissé sortir comme un oiseau qui sort de sa cage, et au lieu de tomber de cette cage, il a réussi à s'envoler, c'est-à-dire qu'il a profité de la vie, il a fait du sport, il est monté à cheval, il a commencé à tirer au fusil, à nager. Mais il avait une telle ténacité, telle force, qu'il a d'abord dominé son asthme, et il faut bien comprendre la place de l'asthme dans sa vie, parce que il faisait du rave, quoi. En fait, cet asthme avait failli l'enlever tout petit, et toute sa vie, il en a terriblement souffert. Donc, en dominant cet asthme-là, il est devenu quelqu'un d'une ténacité extraordinaire. Études secondaires, il fréquente la bonne société, bien que, encore une fois, il n'ait pas beaucoup d'argent, mais leurs parents sont tellement connus qu'on les reçoit un peu partout. Et puis, lorsqu'il termine ses études secondaires, il revient à Buenos Aires, il fait tambour battant des études de médecine, et avant même de terminer ses études de médecine, il s'engage avec un copain qui était plus âgé que lui, Granado, dans un grand périple latino-américain. Ils auraient très bien pu aller aux pyramides, visiter les pyramides, venir à Paris, faire d'autres choses que de découvrir leur propre continent. Et ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'ils sont restés sur leur terre de l'Amérique latine, sur la Pachamama, la terre-mère des Incas. Il y a deux points forts dans ce voyage qui deviendra initiatique. Le Machu Picchu, parce qu'il est confronté avec cette civilisation précolombienne. Et en tant que descendant d'Espagnols, il pense à ces civilisations passées qui ont été détruites. Donc là, il en veut aux Espagnols qui ont détruit ces civilisations, et après à Chuquicamata, il en veut aux Américains qui mettent en esclavage ses contemporains de l'Amérique latine.
Ils ont découvert donc cette pauvreté terrible, endémique, avec un choc dans une mine qui s'appelle Chuquicamata, en haut du Chili, un lieu où naissaient et mouraient les gens qui étaient à la merci, presque en esclavage, des maîtres qui étaient des Américains. Donc là, il a commencé à avoir un choc et une réflexion. Agrémenté d'une chute sans importance pour l'intégrité de la moto, notre équipée s'est poursuivie en direction de San Martín de los Andes. Alors que nous étions sur le point d'arriver et que je conduisais, nous avons encore mordu la poussière dans un joli virage couvert de gravats et bordé d'un ruisseau au doux murmure. Cette fois, la carrosserie de la Poderosa a subi des dommages suffisamment graves pour nous obliger à nous arrêter en chemin, et pour comble du malheur, c'est à ce moment-là qu'est survenu l'un des accidents que nous redoutions le plus, la crevaison à l'arrière. Dès qu'il revient à Buenos Aires, il termine ses études de médecine, il obtient son diplôme et quelques semaines après, aussitôt, il repart pour un deuxième voyage. Et cette fois, ça va être le voyage, sinon définitif, en tout cas le départ définitif de l'Argentine. Il a connu une jeune péruvienne dans le genre un peu pétroleuse, pas très belle, mais très militante, qui développe chez lui un marxisme qui devient très vif, très fort. À un moment donné, même, il envisage d'aller dans la Chine de Mao, et puis le voyage ne se fait pas, mais pour d'un poil, bon, il reste à Guatemala, et c'est là qu'il assiste à une manifestation de l'impérialisme des États-Unis en grandeur nature. Au Guatemala, en 1954, il y a eu l'instauration par un militaire nationaliste de gauche d'une réforme agraire qui a été combattue là aussi par la United Fruit, donc par une grande compagnie américaine qui produisait des bananes. Cette réforme agraire a débouché sur un renversement du colonel Arbenz au profit d'un débarquement fomenté depuis les États-Unis. Tout cela est pour expliquer une seule chose. Ernesto Guevara est sur place à l'époque. Il assiste au débarquement des mercenaires appuyés par les États-Unis. Il essaye d'organiser un peu la résistance avec des gens du Parti communiste guatémaltèque. Le rapport des forces est beaucoup trop en faveur des Américains. Il en tirera des leçons très importantes sur la manière dont il faut se préparer si on veut réellement faire une révolution conséquente, la manière dont il faut se préparer à une intervention militaire des États-Unis. Il en tire des leçons sur la nécessité de la formation de milices populaires. Il reste un mois planqué à l'ambassade d'Argentine au Guatemala et bientôt organise son départ. Il va se réfugier à Mexico. Il tombe à nouveau sur des exilés cubains qu'il a connus au Guatemala, qui sont passés du Guatemala à Mexico, et ce sont ces exilés cubains qui lui présentent d'abord Raúl Castro, et puis un mois plus tard, Fidel Castro qui est amnistié et qui arrive à Mexico. À Mexico, aussitôt, il essaye d'organiser un commando pour retourner à Cuba, cette fois pour y porter la révolution. Le Che, qui commençait à se faire appeler le Che, ce sont les Cubains. Parlant avec lui, ils l'ont appelé Che parce que tous les Argentins commencent les phrases par Che. Pour le Che, la première rencontre avec Fidel a été déterminante, terriblement déterminante, formidablement déterminante pour lui, parce que il a senti que Fidel avait en lui toutes les qualités d'un vrai chef de guerre, et une détermination, une ténacité et un potentiel intellectuel lui permettant de pouvoir amener au bout une aventure aussi invraisemblable, parce que c'est tout à fait sidérant qu'à 82 bons hommes, ils soient partis à la conquête d'une île protégée par plus de 50 000 hommes en armes, et ô combien armés avec l'aide des États-Unis. Il se lance dans l'aventure. Un soir de novembre 1956, ils s'entassent à 80 dans un petit yacht qu'ils ont acheté d'occasion. Et Fidel Castro est tellement impatient, il va débarquer dans un endroit qui n'était pas prévu, où on ne l'attendait pas. C'est plutôt un naufrage qu'un vrai débarquement.
Guevara est légèrement blessé. Et il a, à un moment donné, le choix entre un sac de médicaments qu'il doit prendre ou bien une caisse de munitions. Il ne peut pas prendre les deux à la fois. Il choisit la caisse de munitions. À partir de ce moment-là, il déclare « J'ai décidé, plutôt que d'être médecin, d'être le militant révolutionnaire et le guerriero que je n'ai cessé d'être depuis lors. » L'aviation de Batista les attend, ils sont bombardés, c'est aussi une fois de plus de nombreux morts, mais ils sont sauvés parce que sur place, il y a des gens qui les attendent et qui les aident. Il y a une douzaine, une quinzaine de ces expéditionnaires qui arrivent à rejoindre la Sierra Maestra, qui est une petite montagne où la végétation est tellement épaisse qu'il est très difficile de les retrouver. Dans la Sierra Maestra, la révolution et la lutte s'organisent autour de Fidel Castro et d'Ernesto Che Guevara. Le Che devient alors une figure emblématique de cette révolution que Fidel Castro saura utiliser pour son compte. C'est dans la Sierra Maestra que la légende du Che se forge. Figure populaire de la Révolution en marche, il devient le plus célèbre des comandantes. Le Che, avec son asthme et son goût du sacrifice qui était lié à l'asthme, cette espèce de jansénisme, cette espèce d'ascétisme qu'impliquait un régime très sévère, le Che donc s'est révélé un combattant remarquable. Il s'est montré le meilleur et le plus fou, le plus audacieux, presque inconscient du danger. Fidel a fait du Che le premier commandant de la révolution cubaine, c'est-à-dire avant son propre frère Raoul, ce qui est une marque d'estime bien évidemment extraordinaire. Et le Che était d'une bravoure, il était téméraire, il l'était presque trop, et Fidel lui disait « On a trop besoin de toi, va pas te faire flinguer, reste un peu derrière, calme-toi, calme-toi ». Il entraîne ces hommes à des actions complètement héroïques et folles. Cela étant, il faut préciser que le nombre des combattants dans la Sierra Maestra n'était pas énorme. Ce qui, en revanche, s'est manifesté, c'est que lorsque les colonnes du Che et de Camilo Cienfuegos se sont mises en route, à ce moment-là, elles ont commencé à drainer un certain nombre de paysans pauvres qui les ont rejoints. Cuba libre, libertad o muerte. Au fur et à mesure que l'armée rebelle remporte des combats militaires contre l'armée de Batista, elle mène de manière simultanée une politique dans la montagne très efficace et très intéressante, et qui en particulier est réellement menée par Che Guevara, qui consiste à implanter des écoles dans la Sierra Maestra, dans la montagne, des hôpitaux, disons des tentes de campagne, mais on soigne les paysans, on les alphabétise quand on peut. On fait très attention à la relation qu'on a avec eux. C'est comme cela que peu à peu, à la fois on démontre l'efficacité de la guérilla face à la dictature, mais aussi c'est comme ça qu'on gagne un soutien social. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Et parallèlement, ces succès alimentent dans les villes un développement des mobilisations populaires. Che Guevara est parti à la tête de colonne de guérilla pour s'emparer d'une ville centrale dans l'île, Santa Clara. C'est un exploit parce qu'il se trouve que le Che n'y avait jamais mis les pieds auparavant. Et la première fois où il va aller à Santa Clara, eh bien, il va appliquer une tactique militaire qui va lui permettre de s'emparer de l'île. À partir de ce moment-là, l'armée de Batista, c'est la débandade. C'est une armée qui va se décomposer et décembre 58, le dictateur s'est envolé et la révolution est victorieuse.
Victorieux, les révolutionnaires, libérateurs du régime du dictateur Batista, entrent dans la Havane sur des chars, acclamés par une foule en liesse. Ernesto Che Guevara ne cessera dès lors de prendre une place de plus en plus importante dans la vie politique de Cuba, devenant ministre de l'économie puis de l'industrie. Le Che arrive à La Havane auréolé d'une réputation de grand commandant. Fidel Castro a toujours été un peu méfiant envers tous ceux qui pouvaient avoir trop de prestige, d'un prestige qui aurait pu lui faire de l'ombre. Alors, il demande à Guevara de s'occuper de la forteresse de la Cabaña, qui domine le port de la Havane, et où se trouvaient emprisonnés. Auparavant, c'était des révolutionnaires, et après la victoire des révolutionnaires, ça a été les sbires de Batista. C'est Guevara que Fidel Castro charge d'organiser les jugements contre ces prisonniers de Batista. Ce n'est pas un simple épisode de l'histoire du Che, c'est probablement la tâche la plus indélébile que puisse avoir ce personnage. Les Cubains qui ont eu affaire à lui à ce moment-là et les membres de la famille des fusillés l'appelaient El Carnicerito de la Cabaña, c'est-à-dire le petit boucher de la Cabaña. Et sous ses ordres ont été exécutés des dizaines de prisonniers, avec des procès ridicules qui duraient quelques minutes, ou une heure ou deux. Les gens étaient fusillés pendant la nuit. Ça ne le gênait pas du tout qu'on lui envoie des gens non jugés par un tribunal. Donc c'est lui qui était chargé d'accomplir les exécutions des personnes qui avaient été condamnées. Les premières, c'était des gens qui avaient été compromis avec le régime de Batista et compromis dans la répression, mais bientôt, ça a été des contre-révolutionnaires. L'acte violent du résistant, de mon point de vue, a une légitimité. Et je rappelle quand même que du point de vue de votre point de vue, les Français a une légitimité aussi, puisque vous n'arrêtez pas de chanter les louanges à Jean Moulin et les quelques résistants. Alors, voilà, donc l'acte violent du résistant est une chose. Mais quand vous êtes au pouvoir, fusiller 300 personnes, c'est un crime. L'épisode de la Cabaña révélera la face la plus sombre du Che. Bien que porté par de fortes valeurs de justice sociale, il n'hésite pas à faire fusiller des centaines d'opposants, condamnés lors de simulacres de procès, comme l'exécution de l'ancien chef de la police du dictateur Batista. Il y a des auteurs qui ont prétendu que Fidel Castro était déjà communiste avant. Pour ma part, je ne le crois pas. Je crois par contre que, s'agissant de Guevara, c'est quelqu'un qui avait véritable connaissance du marxisme, mais sans avoir été membre d'aucun parti communiste. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Fidel Castro ignore encore qu'il est devenu communiste ou marxiste. Il s'est marxisé, surtout au contact du Che, pendant la Sierra Maestra. Et il a demandé l'appui du Parti communiste cubain parce que le Parti communiste cubain a une espèce de verticalisme disciplinaire, ce qui n'était pas le cas avec les troupes même de Fidel Castro. Donc Castro s'appuie sur le Parti communiste cubain. Ce qui se passe dès 1959, c'est que face aux attaques qui sont en train de se préparer de la part de Washington, la direction révolutionnaire, en particulier Castro et Guevara, cherchent des appuis. Et là, je pense que l'expérience du Che au Guatemala a été très importante, cherche des appuis face à ce qu'ils comprennent très vite, c'est-à-dire face à ce qui va être une rupture avec, qui semble inéluctable
et rapide avec le gouvernement américain. Et ces appuis, ils vont les trouver où? Eh bien, ils vont les trouver à Moscou. Et c'est seulement après un an de guérilla diplomatique et économique et politique avec les grandes entreprises des États-Unis que le voile a été levé et que Castro s'est déclaré ami de l'Union soviétique et partisan d'un système de socialisme collectiviste que les Américains ont très vite taxé de communiste. Fidel Castro vient de jeter un énorme pavé dans la mare des relations États-Unis-Cuba. Dans le discours qu'il a prononcé, en dépit de sa maladie, au premier congrès des jeunesses latino-américaines, il a annoncé l'expropriation et la nationalisation des compagnies américaines de Cuba. Cette décision touche des affaires telles que la Compagnie cubaine d'électricité, l'Esso Standard et la Texaco, dont la valeur s'élève à quelques 400 milliards d'anciens francs. Nouvel épisode dans la tension américano-cubaine. Les États-Unis décident d'en finir avec ce dangereux individu. Et ils organisent, mal, un débarquement à Cuba, persuadés que la population va se rallier aux contre-révolutionnaires qui débarquent. Fidel Castro, avec Guevara et sur tous les fronts, c'est le fameux fiasco de ce qu'on appelle la baie des cochons, de Playa Girón. On va s'apercevoir qu'il n'est pas si facile de se débarrasser de Fidel Castro. Et Fidel Castro, lui, à partir de ce moment-là, se tourne d'une manière délibérée vers l'Union soviétique pour demander l'appui de l'Union soviétique. La manière dont l'économie a été traitée à Cuba, ça fait penser à c'était des apprentis de sorciers. Et le Che s'était mis dans la tête le mot d'ordre de Lénine, d'industrialiser le pays, parce que la canne à sucre signifiait une sorte d'esclavage et puis aussi de fatalité d'un pays monoproducteur, donc il fallait que Cuba s'industrialise, sauf qu'il n'y avait pas de matières premières. Et de même que Chavez est en train de détruire actuellement l'industrie pétrolière vénézuélienne, le Che s'est acharné à détruire l'industrie sucrière de Cuba. Ils ont une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, quand ils sont au pouvoir. Donc être au pouvoir à cet âge-là, pourquoi pas? Mais enfin, s'il y en a un seul, ça va, mais quand ils sont tous de cet âge-là, il manque quand même quelques aînés pour équilibrer certaines choses, pour gouverner, quoi. Hein. Donc ça n'a pas été toujours très simple, cette histoire-là. Il s'est retrouvé économiste du jour au lendemain. C'est plutôt un poète, c'était plutôt Don Quichotte qu'un patron de banque, donc c'était pas simple pour lui, mais il s'est mis au boulot à fond. Cette révolution échevelée, cette révolution qui exaspère les Américains, déroute les Soviétiques. Eux qui s'affirment experts en révolution sont dépaysés devant la fantaisie cubaine, devant cette fièvre, devant cette façon de mettre la charrue avant les bœufs. En moins de 2 ans, Cuba est devenu plus socialiste que l'URSS. Après la réforme agraire, la réforme urbaine et les nationalisations, voici que les Cubains ont décidé de faire de 1961 l'année de l'éducation. L'un des premiers résultats de ces mesures, c'était que le billet, le peso cubain, qui valait $1, c'était la parité absolue. Autrefois, il a perdu toute sa valeur. Lui-même reconnaissait ses lacunes dans sa formation économique, mais tout d'un coup, il s'est mis à théoriser. Il signait les billets de banque Che. Ça fait partie de la poésie et du romantisme, toute l'histoire. Mais c'était fait avec grand sérieux, parce que ce monsieur-là n'était pas qu'un plaisantin, quoi, c'est sûr. Et il y avait de grands débats sur les principes qui étaient adoptés en Union soviétique et puis les principes que lui développait. C'est-à-dire c'était les stimulants matériels contre les stimulants moraux. Autrement dit, les stimulants matériels qui étaient adoptés en Union soviétique et que les plus réalistes des communistes cubains pensaient pouvoir adapter, c'était on donne un peu plus d'argent, ou on donne des biens de consommation,
aux gens pour qu'ils travaillent plus. Non, le Che disait non, non, simplement des stimulants moraux. Qu'est-ce que ça voulait dire, des stimulants moraux? On leur donnait un petit fanion, hein, on leur donnait une médaille, comme quoi ils étaient travailleurs d'avant-garde et qu'ils étaient à la tête du premier territoire libre d'Amérique latine. Bien, bah, évidemment, ça n'a pas marché. Il y avait l'idée que la société pouvait créer, une société révolutionnaire, pouvait créer un homme nouveau. On leur demande de travailler sans relâche, on leur demande de travailler le samedi, de faire du travail volontaire le dimanche, on leur demande d'être impeccable au point de vue moral et au point de vue spirituel, on leur demande d'être incorruptible. Il a exigé des Cubains qu'ils fassent ce travail dit volontaire. Et beaucoup de Cubains n'y allaient pas avec grand plaisir, parce qu'ils avaient déjà leur boulot habituel, et là, sur leur moment de repos, le dimanche ou en fin de soirée, il fallait qu'ils aillent bosser pour le pays en plus. Donc, c'était pas toujours bien vu. Mais le Che, comme d'habitude, montre l'exemple, et il fait les efforts physiques qu'il faut pour montrer l'exemple, quoi. Cet homme qui travaille rien pour lui, tout pour les autres, il y croyait parce que c'était un utopique. Sa fameuse phrase qui est merveilleuse, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Il en rêvait, il a vu qu'il marcherait pas au moment de l'invasion, quand il arrive dans un village et qui dit « Je vous interdis de boire et je vous interdis de jouer au loto national ». C'était un tel tollé, on dit « Je prends pour qui celui-là, il nous emmerde ». Il a vu que ça marchait pas. Une des raisons pour lesquelles il en est mort, lui, le Che, de son homme nouveau. Il y a dans les écrits de Guevara, et Dieu sait s'il y en a, car Guevara était un graphomane. Un jour, pendant qu'il était en Algérie, on lui a demandé un article pour une revue révolutionnaire, une revue de gauche uruguayenne, Marcha, et il a envoyé un long article qui est devenu un petit opuscule révolutionnaire qui a servi un peu de bible à beaucoup de révolutionnaires dans le monde entier, qui s'appelle le socialisme, l'homme et la révolution. Et là, il faudrait, si l'on veut analyser à quel point un révolutionnaire peut aller jusqu'aux extrêmes, analyser ce texte qui déborde dans le lyrisme exagéré et le sacrifice sans condition. Cet asthmatique était prêt à tous les sacrifices et il exigeait des autres également tous les sacrifices. Les dirigeants cubains, heureusement, n'ont pas eu finalement une très grande responsabilité dans la crise des fusées. Les dirigeants cubains, Fidel Castro en tête, voulaient envoyer de façon préventive un missile nucléaire sur une grande ville américaine. C'est ce qu'il a écrit noir sur blanc à Nikita Khrouchtchev. Ça a été un coup de folie des soviétiques, parce que c'est les soviétiques qui ont installé les fusées. Mais quand ils ont vu où cela pouvait mener, ils ont dit on va retirer les fusées. Mais le Che assumait complètement la position d'envoyer une arme nucléaire sur une grande ville américaine et de provoquer un holocauste mondial. C'était dans la logique de ses conceptions, mais c'était surtout dans la logique des conceptions de Fidel Castro. Il ne faisait que suivre son mentor. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Fidel et Guevara, mais surtout Fidel Castro, a été extrêmement vexé de s'apercevoir que les discussions entre Khrouchtchev et Kennedy se sont déroulées au-dessus de sa tête. Il en est résulté un certain froid avec l'Union soviétique, mais à partir de ce moment-là, déjà, l'économie cubaine commençait à battre de l'aile et il fallait compter sur l'aide économique de l'Union soviétique et des pays de l'Est.
Et donc Fidel a été obligé de composer, alors que Guevara, qui au début était complètement ébloui, lui aussi par l'Union soviétique avec une espèce d'admiration un peu inconditionnelle, lui aussi en revient. Et il va y avoir une différence sensible mais lente qui va se manifester entre Fidel et le Che, jusqu'au moment où le Che, qui était le porte-parole en quelque sorte de Cuba, s'est lancé dans une diatribe anti-soviétique, j'allais dire anti-impérialisme soviétique. Ce jour-là, Che Guevara ira trop loin. On entendra même conspuer en coulisses les délégués soviétiques. Il dit quelque chose que jamais un pays socialiste ou en voie vers le socialisme n'a osé dire, à savoir que les pays socialistes ont le devoir de payer en armes et en matériel les pays du tiers-monde qui veulent se libérer et non pas de leur vendre du matériel, des armes, etc., comme c'était le cas pour l'Union soviétique et les pays de l'Est qui vendaient des armes. De retour à Cuba, la confiance laisse rapidement place à l'inquiétude dans le regard du Che. Et c'est finalement la tête baissée qu'il vient à la rencontre de Fidel Castro et d'Osvaldo Dorticos, alors président de la République. Derrière les sourires de façade, la tension est palpable. Castro cherche du regard ce fils qu'il a déçu, mais le Che détourne les yeux sous le poids de l'accusation silencieuse. À partir de ce moment-là, Guevara disparaît complètement de la circulation. C'est la dernière apparition publique et Guevara comprend qu'il n'a plus sa place à Cuba. C'était un révolutionnaire, il voulait la porter dans le monde entier, c'était sa mission quelque part, c'était son urgence et sa vie. Hein. Donc on l'a envoyé au Congo, dans une zone un peu neutre, surtout pas tout de suite en Amérique latine, mais dans une zone où personne, où il dérangerait pas les Russes en fait. D'où son départ au Congo, une mission complètement grotesque, puisque au Congo, personne n'était préparé pour une guérilla. Il y a une espèce de côté désert des Tartares de Dino Buzzati, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils installent un camp d'école de guérilla, mais ils ne trouvent pas d'ennemis véritables. Alors il débarque là et il veut rendre rationnelle la révolte congolaise. Mais d'après ce que lui, il pensait qu'était la rationalité. Et il s'est jamais donné le mal de comprendre que, effectivement, dans tous les actes sacrificiels, mystiques des Africains, il y avait une raison. Hein? C'est-à-dire que, donc, on voit là son volontarisme, on voit là ses côtés très dangereux du révolutionnaire qui, parce qu'il croit avoir raison, tout lui est permis. Il y a quelques escarmouches et finalement, les Rangers belges, aidés par des Américains qui les avaient informés, les coincent et là, ils se rendent compte que la seule solution est de s'enfuir, que cette guérilla n'a servi à rien. On commence à se demander, mais où est le Che? Qu'est devenu le Che? Fidel, pour se débarrasser du problème, va rendre un mauvais service à Guevara. D'une manière délibérée ou pas, la question se pose encore. Il va lire en public, en octobre 1965, une lettre d'adieu que le Che lui a laissée. Vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos.
sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Cette lettre disait des choses un peu bizarres, que le Che renonçait à toutes ses fonctions et à sa nationalité cubaine, et faisait l'éloge de Fidel de manière très directe. Alors c'était un petit peu la victime qui faisait l'éloge de son bourreau. Et c'était une victime consentante. Par la suite, si on analyse cette lettre, on s'aperçoit que les termes qui sont employés dans cette lettre sont souvent des expressions semblables à celles qui étaient employées par les victimes des procès de Moscou. La lecture publique de cette lettre était une condamnation à l'exil éternel du Che. Mais dans la mentalité de Fidel, les gens font des erreurs, mais à partir du moment où ils continuent à être des inconditionnels, il peut leur pardonner. Et c'est ce qui est arrivé. Il a pardonné au Che. Il a permis que le Che revienne à Cuba et qu'il organise son expédition pour partir en Bolivie. C'est-à-dire qu'il meurt en martyr. Qu'il meurt en martyr, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait lui donner. Avec le concours de Fidel, il forme un commando de 16 personnes, 17 avec lui, qui sont des cadres du Parti communiste cubain, des gens qui ont été ministres, vice-ministres, etc., pour former une école de guérilleros qui, à leur tour, devaient aller porter la bonne parole révolutionnaire au Pérou, au Brésil, en Argentine, au Chili. Il se retrouve le Ñancahuasso, c'est-à-dire, moi j'y suis allé, il n'y a personne. Il n'y a pas de paysans, ou très très peu, qui sont peureux. Il a cru qu'en Bolivie aussi, les paysans allaient le suivre. Or, il n'y a pas eu un seul paysan qui ait rejoint la guérilla, pas un seul. La Bolivie était un pays aussi qui avait connu une réforme agraire. Or, la base du programme politique du Che, c'était la réforme agraire. Les paysans, dans une certaine mesure, appuyaient les gouvernements. C'était un pays qui connaissait des coups d'État. C'est le pays qui a connu le plus de coups d'État en Amérique latine. Là où c'était irrationnel, c'était de prétendre que dans un pays aussi politisé que la Bolivie, où les syndicats avaient une telle force, croire que parce qu'on allait dans un petit groupe de guérillas planqués dans une forêt, les choses allaient rayonner à la manière cubaine. Mais le Che, lui, il avait gardé l'expérience cubaine, c'est-à-dire il a débarqué dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il a toujours ignoré tout le travail politique préalable qui avait été fait par Castro à Cuba. Et à partir du moment où Mario Monge, qui était le secrétaire du Parti communiste bolivien, avait reçu les ordres de Moscou, toujours Moscou, suite à la lettre. Donc ça, c'était très important à comprendre que le Parti communiste, ne voulant pas de cette guérilla, mais après, elle était vouée à l'échec. Développer la révolution en Amérique latine, si ça réussissait, c'était très bien pour Cuba. Mais c'était aussi une manière de se débarrasser du Che. C'est sûr qu'il devenait et qu'il pouvait devenir encombrant. Et s'il mourait, il allait avoir un héros qu'il pouvait exploiter. Il savait qu'il était au Congo, et puis il a très vite compris qu'il était en Bolivie. Et surtout, il en a eu la certitude lorsque Debré s'est fait attraper avec le peintre argentin Ciro Bustos. C'est seulement lorsque la présence de ce petit corps expéditionnaire a commencé à être détectée par l'armée bolivienne et par des agents de la CIA que la guérilla a été obligée de faire, que la guérilla du Che a été obligée de faire mouvement et qu'elle a commencé à circuler dans la région, une région qu'elle ne connaissait pas, où il n'y avait pratiquement personne à convaincre puisque c'était le désert, c'était une région extrêmement hostile et
Entre décembre 1966 et le mois d'octobre 1967, ça a été une espèce de guérilla sans ennemis. Ils n'ont pas cherché le contact et quand ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Jusqu'au jour où des paysans les ont dénoncés. C'est inextricable, il n'y avait pas de... Le destin était scellé, là, c'était fini. Pour moi, c'était fini dès le moment où Moscou a dit à Monget, le secrétaire, tu laisses le Tché s'embourber dans l'histoire, tu ne touches à rien, tu ne vas pas chercher les guérilleros de l'autre côté. Après, c'est la logique de terrain, c'était fini. J'y suis allé, c'est pelé, on peut pas, il n'y a rien pour se cacher, c'est pas simple du tout. Et ils ont quand même été extraordinaires en se planquant dans les ravins, enfin ils ont tenu le plus possible. Comment le Tché s'est-il laissé prendre vivant? Alors on a raconté que son fusil ne marchait plus. Le plus probable, c'est qu'il s'est rendu. Ce qui, dans mon optique, n'en fait pas un lâche, mais finalement un être humain. Ce n'était plus un héros, il n'avait plus une volonté de martyr, il avait envie de vivre. Et il était persuadé qu'il allait survivre. Pourquoi? Parce qu'il y a immédiatement des photos qui ont été prises, qui ont été diffusées. On voyait le Tché vivant. D'autre part, il y avait le procès de Régis Debray et de Ciro Bustos, le dessinateur et peintre argentin, à Camiri, en Bolivie, avec une médiatisation internationale et des interventions de certains gouvernements au niveau mondial, notamment celui du général de Gaulle en France. Et au moment où il a été capturé, il a cru qu'il allait s'en sortir, qu'il allait en ressortir vivant, et je pense que le Tché voulait un procès. Voulait un procès où il aurait développé toutes ses théories et puis toute sa profession de foi. Mais les Boliviens ne l'entendaient pas de cette façon. Alors là, il faut faire une différence entre la CIA, les Américains, et les Boliviens. La CIA ne voulait pas tuer le Tché. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, les Américains savaient qu'en le tuant, ils en faisaient un martyr. Les militaires boliviens s'en fichaient complètement. The Bolivians had a prisoner like Guevara in their jails, they would have had a very significant political problem. If you remember what happened with Regis Debray, the international press made fools of the Bolivians. Là, ils ont pris la décision de descendre le Tché. Y se hizo una reunión de Estado Mayor para decidir lo que se iba a hacer con el Che. Esa decisión fue tomada en La Paz. L'ordre est donné de l'éliminer, il faut choisir qui va appuyer sur la gâchette. Et donc, il décide de faire un cadeau, drôle de cadeau, mais c'est comme ça que ça lui sera présenté, un jeune adjudant, Terran, qui, le jour de son anniversaire, en disant « Tiens, tu vas te payer le Tché ». Et le gars rentre et ose pas. Donc il va boire, il revient, et puis il tire, mais c'est pas réussi. Donc c'est un gars de la CIA qui est là et qui lui donne le dernier coup. Il a été exécuté dans un village de montagne de la Higuera et transporté en hélicoptère jusqu'à Valle Grande. On l'a étalé sur un banc de buanderie. Le Tché est mort. À la manière d'un trophée, le corps du Tché est exposé à la foule qui vient voir de ses propres yeux le cadavre du plus célèbre des révolutionnaires. Ces images feront le tour du monde. Dès lors, la figure du Tché ne cessera d'être utilisée comme symbole des luttes révolutionnaires, élevant son personnage au rang de véritable égérie des idées marxistes-léninistes. Pare un momento el son, que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Pour nous, la mort du Tché, ça a été un événement énorme. Moi, je sais qu'à Paris, on a dû être les seuls, sans nous vanter. On a fait un grand meeting dans la salle de la Mutualité. Il y avait 2000 personnes pour honorer le Tché. Bon, c'était vraiment pour nous quelque chose d'important. Puis il était mort en Bolivie, c'était l'internationalisme. On se souvient encore de toute l'attitude du Tché, expliquant que pour aider le Vietnam, il fallait créer 1, 2, 3, 4 Vietnam. Donc tout ça, c'était un langage nouveau que
les vieux bonzes communistes staliniens n'utilisaient pas. Bon, c'était vraiment une raison de plus pour notre génération, d'autant plus qu'à l'époque, on rentrait en opposition avec les dirigeants du PC, on était en train de se faire virer, notamment on était contre le stalinisme, on pensait qu'ils étaient trop nationalistes, pas assez internationalistes. Le Che, pour nous, c'était vraiment le modèle. C'était vraiment l'idée de la désaliénation, l'idée quand même de... voilà, on ne va pas faire une vie triste, une vie unidimensionnelle, une vie... Bon, voilà. Alors les Che représentaient ça. Est-ce que les Che représentaient ça abusivement? Est-ce que les Che étaient un marxiste, léniniste, carré, et nous, on se trompait d'icône? Bon, moi je pense que oui et non. Les Che, en tant que personnage, pour ce que j'ai pu savoir, était quelqu'un d'assez psychorigide, mais bon, peu importe, n'est-ce pas, ça c'est la vie personnelle. Mais en revanche, c'est vrai que par rapport au réalisme socialiste en art, par rapport à la libération sexuelle, qui pour nous c'était très important, par rapport au féminisme, par rapport à l'attaque contre la famille, l'antipsychiatrie. Donc, par rapport à cette mouvance-là, c'est pas abusif d'identifier les Che avec cet élan désirant, comme ça, très libertaire. C'est un mythe que lui-même a essayé de forger dès le départ. Lui-même s'est vu comme un héros de la libération de l'Amérique latine. Mais surtout, c'est Fidel Castro qui a très vite compris ce qu'il pouvait faire du Che. Du Che mort. Le Che vivant ne l'intéressait plus, il voulait s'en débarrasser. Mais par contre, mort, ça devenait quelque chose d'extraordinaire. Una fotografía tan clara que posiblemente impresa incluso en papel de periódico se pueda percibir perfectamente bien. Je crois que si le Che n'avait pas existé, Castro l'aurait inventé. Je veux dire par là que le Che a rendu infiniment plus de services encore, j'ai l'impression, à Castro mort que vivant. L'immense portrait du Che qui maintenant domine la place de la Révolution paraît inviter les Cubains à toujours plus d'efforts et de sacrifices. Mort, il continue de vivre. Le moindre village s'ouvre sur son effigie en couleur naïve. Un immense panneau parmi les champs permet qu'on voit sa face des hauteurs. On arrive à 89, la chute du mur de Berlin, et les soviétiques qui disent à Cuba, bon, il faut grandir, et il faut devenir indépendant économiquement. Et c'est là où la figure du Che qui avait été ensevelie, même ses livres n'étaient même plus... ses œuvres complètes, par exemple, on ne pouvait plus les consulter dans les bibliothèques à Cuba. Donc tout d'un coup, on reprend le mythe de Guevara, c'est-à-dire l'homme stoïque, l'homme qui était contre tout intérêt monétaire et que tout devait être basé sur la morale révolutionnaire et le stoïcisme. Donc du coup, il devient nécessaire, tout à fait utile même. 40 ans après, bon voilà, le Che il est mort désenterré et réenterré, hein, c'est-à-dire Fidel, 40 ans après, il trouvait quand même qu'il était déjà assez mort comme pour pouvoir le transporter à La Habane et faire un mausolée terrible. C'est parfait. L'image du Che est amidonnée, impeccablement organisée. Tous les élèves des écoles cubaines, le matin, disent « Seremos como el Che », nous serons comme le Che. On peut transformer le Che en une icône, une espèce de Vercingétorix de la Révolution. On réimprime des billets de 3 pesos qui rappellent l'époque où le Che a été président de la Banque centrale de Cuba, etc. Enfin, on vend des t-shirts, on vend les porte-clés. Il y a tout un marché de la bimbeloterie du Che qui est mondial. L'image du Che, le poster de Korda, a fait le tour du monde et est aussi célèbre que celui de Marilyn Monroe. On ne peut pas parler du mythe du Che au passé. Il est toujours vivant, il est partout, sur des t-shirts de manifestants, mais aussi de gens qui vont danser la salsa, alors que le Che n'a jamais dansé la salsa de sa vie. C'est le symbole de Cuba, alors qu'il n'était pas cubain. C'est une erreur de casting, hein, sans aucun doute.
Cette icône-là, il correspond à l'époque unidimensionnelle que nous vivons. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'image qui compte. Et derrière l'image, personne. Sur la multitude des jeunes qui ont le t-shirt, parce que quand on en voit partout dans le monde, je leur demande, c'est très rare de tomber sur un jeune qui sache qui est Che Guevara. Et pourquoi tu portes ça? Ah, c'est la révolution. Il y en a qui disent ça. Et c'est quoi la révolution? Ah ben, c'est foutre le bordel. Bon, ça va pas très loin. En 68, c'était les portraits de Mao, Lénine, Marx, Trotsky, Staline. Les gens vivaient avec des portraits, avec la référence, c'était la révolution russe de 17. Bon, aujourd'hui, vous regardez les manifs de jeunes à Paris, à Berlin, à Rome, etc. Il y a un portrait qui reste, et c'est le Che. Et le Che reste aujourd'hui pour des bonnes raisons, à mon avis. Hein. C'est qu'il incarne justement l'idée de la révolution, de l'internationalisme, du refus de la bureaucratie, qui pour moi sont vraiment des valeurs très, très bonnes, très, très justes. Alors après, elles sont tellement bonnes ces valeurs que comme toujours, les capitalistes essayent de faire du business là-dessus. Et alors maintenant, ils foutent le Che partout. Mais ça va leur retomber sur la tête, j'espère. Le légendaire portrait réalisé par le photographe cubain Alberto Corda fera le tour du monde, présentant le Che à la manière du Christ. Puis Andy Warhol le magnifie à nouveau, à la façon de Marilyn Monroe, deux icônes parmi tant d'autres qui disparurent bien jeunes. Véritable icône révolutionnaire idéaliste, le Che est devenu le symbole de toutes les luttes à travers le monde. Son implication acharnée et la constance de ses idées font du Che l'unique figure incarnant aujourd'hui les idées marxistes. Car même si Ernesto Che Guevara a été à l'origine d'actes violents, pas nécessairement légitimes, l'image romantique du guerriero a su les chasser de la conscience collective. El acero, pero el acero tampoco puede resistir tu ejemplo. Que pare un momento el son, que enmudezca la palabra para escuchar el latido del Che Guevara. Que siga el son. Has nacido, aunque digan que estás muerto, solo así nacen los hombres para la historia y el tiempo.